Où en est l'Europe? Pourquoi l'Union européenne ne fait-elle plus rêver? L'Union méditerranéenne, ce projet voulu par Nicolas Sarkozy, a-t-il un avenir? Peut-être une paix entre Israéliens et Palestiniens en 2008? Des questions et des réponses avec nos deux invités prestigieux dans Sur Parole, les deux ministres des Affaires étrangères, français et espagnol, Bernard Kouchner et Miguel Ángel Moratinos. Bienvenue à toutes et à tous. Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Miguel Ángel Moratinos, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous répondre en français. Non, mais c'est un plaisir toujours. Alors, je voudrais commencer cette émission par l'Europe. Comment se fait-il que cette grande idée est de moins en moins populaire? En tout cas, c'est ce qui semble d'après les sondages dans les différents pays européens. L'Europe peut-elle ou doit-elle avoir une politique étrangère commune? On va en discuter avec nos deux invités. Un nouveau traité, est-ce que c'est mieux qu'une constitution? On va en parler, mais avant d'écouter nos deux invités, justement, je vous propose tout de suite un petit rappel européen en images avec Marian Nagusewski. L'Europe vaut bien une chanson, surtout après 2 ans de léthargie. Les 27 membres de l'Union sont finalement tombés d'accord sur un projet commun, un traité, censé relancer la machine. Certes, pour la signature, l'eurosceptique Gordon Brown a quelques heures de retard sur les autres, mais l'optimisme reste de mise. Du passé, les 27 ont décidé de faire table rase. L'histoire se souviendra de ce jour comme le jour où de nouveaux chemins d'espoir se sont ouverts pour l'idéal européen. Pour ce traité européen, pas de référendum populaire, à part en Irlande. Non, cette fois, les gouvernements ne veulent pas rater cette nouvelle étape de la construction européenne. Pas question de rééditer les mauvaises surprises de 2005, quand les Français avaient dit non à la Constitution européenne à 55%, suivi des Néerlandais 3 jours après. Les Espagnols et les Luxembourgeois, eux, voteront oui. Aujourd'hui, ce traité se présente comme le nouvel avenir de l'Europe, même si pour ses citoyens, les changements ne sont pas vraiment significatifs. On ne se réveillera pas tout différent le jour où le traité de Lisbonne entrera en force. On peut quand même espérer que les changements qu'il introduit en matière de vote au Conseil, en matière de, disons, présence du Parlement européen dans la prise de décision, pour ne prendre que 2 éléments importants, se traduisent par disons, un renforcement de l'action européenne dans un certain nombre de domaines. Première puissance économique et commerciale au monde, avec presque 30% du PIB global, l'Europe est à la peine sur les questions de sécurité, de fiscalité, mais aussi dans le domaine social, qui restent des compétences nationales. Jusqu'en 1997, par exemple, les volets emploi et chômage étaient absents des traités fondateurs. Le gros problème, c'est que l'Europe politique a du mal à se mettre en marche et à être efficace. À 27 et sans exécutif fort, difficile d'adopter une position commune. Il est clair qu'un gouvernement européen ne pourra, à mon sens, jamais être aussi fort que l'exécutif d'un vieil État-nation comme la Grande-Bretagne ou comme la France. Pour renforcer la cohérence et la visibilité de l'Europe, le traité de Lisbonne propose un président élu pour 2 ans et demi et un haut représentant chargé des relations extérieures de l'Union. Une étape nécessaire mais peut-être insuffisante qui devrait peut-être permettre à l'Europe de s'imposer sur la scène internationale. Bernard Kouchner, en 2005, vous étiez favorable au projet de constitution. Alors, est-ce que ce traité de Lisbonne, finalement, c'est mieux que rien? C'est bien mieux que rien. Je vous rappelle que moi, si j'étais favorable, la France ne l'était pas. Et vous l'avez bien souligné, 55% ont voté contre. Il fallait donc rétablir non seulement la confiance, mais rétablir la légalité, car si nous étions restés bloqués, il n'y avait plus d'Europe. Donc ce fut le traité de Lisbonne. Ce ne fut pas facile. C'est une idée de Nicolas Sarkozy. Moi, personnellement, je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy. Et donc, je pensais qu'on pouvait refaire un référendum. On voit bien que c'était une erreur et qu'on n'aurait pas pu le faire. Donc, ça n'est plus une constitution, mais un traité tout simple,
mais qui ne change pas grand-chose. Les progrès sont évidents. Et surtout, ce qui est majeur, c'est qu'après 4 ans de stagnation, 2 ans d'immobilisme, l'Europe est à nouveau en marche. Et ce qui est formidable, je suis sûr que Miguel va parler, eux, ils ont accepté par référendum. Nous avons refusé le traité constitutionnel par référendum. Et ensemble, nous disons, il faut aller de l'avant, et nous avons approuvé le traité de Lisbonne grâce à la présidence allemande et ensuite la présidence portugaise. C'est un progrès majeur. Tout le monde s'en fout dans sa vie quotidienne parce que c'est difficile de changer immédiatement. Mais vous verrez, à terme, cette puissance européenne deviendra de plus en plus politique. Ouais. Alors, Bernard Kouchner vient de le dire, les Espagnols avaient voté à près de 77% en faveur de la Constitution. Donc, d'un point de vue espagnol, est-ce que ce traité de Lisbonne, c'est moins d'ambition pour l'Europe? Vous êtes déçus? Non, on était arrivé à la conclusion, et surtout après la visite du président Sarkozy et de mon cher ami Bernard Kouchner à Madrid, juste après l'élection du président, qu'il fallait envoyer un message fort à l'Europe, entre 2 pays comme l'Espagne et la France. Un pays qui avait dit oui, l'Espagne, avec le référendum, un pays qui avait dit non. Et on s'est mis d'accord. Je me rappelle, ça a été très important, ça n'a pas été tellement soulevé par les opinions publiques européennes que nous deux, le ministre des Affaires étrangères de la France et de l'Espagne, nous sommes arrivés à Bruxelles, le Conseil d'affaires générales, juste avant le Conseil qui donnait le feu vert à la présidence allemande de faire le mandat, de présenter ce qu'on avait appelé les 10 commandements. Ce qu'on disait, les lignes rouges entre l'Espagne et la France pour garder l'essence, l'essentiel du traité constitutionnel et pouvoir faire avancer le processus de l'Union européenne. Et vous retrouvez ces 10 commandements dans le traité de Lisbonne? Oui, on a gagné. Ouais. On a gagné ensemble, et l'Europe a gagné ensemble avec cet engagement. Et on peut dire que finalement, l'Europe commence à marcher avec une vision de futur. Et je crois que les citoyens, qui sont le plus important, vont comprendre que ce n'est pas seulement un texte, mais qu'il y a aussi des possibilités, des mécanismes pour faire de l'Europe un acteur plus crédible. Justement, un mécanisme dans votre secteur à tous les deux, c'est-à-dire les affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il y aura un président de l'Union européenne pour 2 ans et demi, un haut représentant de la politique étrangère qui aura des pouvoirs renforcés. Est-ce que ce n'est pas simplement symbolique? Est-ce que c'est plus que symbolique, ces décisions-là? Non, il y aura aussi une représentation extérieure de l'Europe qui sera renforcée. Oui. Et donc ce sera d'abord symbolique, et pas seulement, parce qu'à partir de là, nous allons pouvoir définir, je l'espère, en tout cas c'est ce à quoi nous travaillons avec Miguel Moratinos, une politique commune. Oui. Et malheureusement, il ne suffit pas d'être la première puissance économique du monde pour peser d'un grand poids face à ce qui était l'hyperpuissance américaine et qui ne l'est plus. Il faut que l'Europe s'affirme comme un acteur majeur. Pour ça, il nous faut une défense européenne. Ça mettra du temps. Tout le monde n'est pas d'accord. Il faudra des années. Mais les révolutions qui se font en une journée, finalement, très vite, elles s'étiolent. Là, il nous faut du temps parce que ce sont 27 acteurs majeurs. Vous savez ce que c'est d'être au jour de la table? C'est drôle que Miguel ait dit l'arrivée des deux en disant on est d'accord, etc. Formidable, cette nuit de Bruxelles. Mais après, il faut faire parler 27 nations en leur donnant le temps de parole qu'ils veulent, en interprétant et en tenant compte de ce qu'ils disent. C'est long, c'est lourd, qu'est-ce que vous voulez? Mais le résultat, je pense, ce sera, non seulement il y aura dans le domaine des affaires étrangères une décision, une force, mais un élan qui viendra des citoyens dont a parlé Miguel. Les citoyens, ils en avaient assez de l'Europe comme elle était. Ils la croyaient bureaucratique. Elle l'est moins que certains pays, en particulier la France peut-être d'ailleurs. Mais il faut qu'on y croie. Ouais. Regardez, en ce moment, il y a le Kenya. Je ne sais pas quand vous passerez cette émission à 3 jours près. C'est la catastrophe. Il faudrait quand même pouvoir, non pas intervenir militairement, mais peser d'un certain poids. L'Europe, avec diverses voix, avec des intérêts particuliers différents, ne peut pas. Elle pourra bientôt. Oui, M. Moratinos, malheureusement, dans les secteurs justement des affaires étrangères et de la défense, il faudra toujours prendre les décisions à l'unanimité. Non, on aura des majorités qualifiées. Si le représentant a un constat, il peut prendre des décisions à la majorité qualifiée. Ouais. Les grands éléments stratégiques de la politique étrangère et sécurité, c'est à l'unanimité. Mais il y a un mouvement de progrès pour faire de la présence internationale de l'Europe un facteur plus dynamique. Par exemple, prenons l'exemple du Kosovo. On parle beaucoup du Kosovo en ce moment. Les Européens sont divisés sur est-ce qu'il faut un Kosovo indépendant, est-ce qu'il faut un Kosovo plus autonome. C'est quand même un problème qu'il n'y ait pas que l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix.
L'Union européenne parle d'une seule voix, d'ailleurs elle ne parle pas pour le moment. Elle a prolongé de 6 mois les négociations d'une seule voix. Elle a opéré tout ce qu'elle faisait en matière de possibilités de contact et de parole entre les Serbes et les Albanais du Kosovo. Hélas, ça n'est pas suffisant. Ils ne le veulent pas. Bon, et bien maintenant, je suis sûr que Miguel dira la même chose. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur reconnaissance ou pas reconnaissance d'une éventuelle indépendance du Kosovo. Eh bien, ils feront comme ils voudront, mais l'unité de l'Europe, l'unité de vue, l'unité de solidarité sera maintenue. Nous ferons ça ensemble, sans nous disputer. Ça, nous avons discuté 7 fois entre 3 et 4 heures sur le Kosovo. C'est un problème très difficile. Mais par exemple, la position de la France sur l'indépendance du Kosovo, c'est plutôt oui, mais attention, prudence. Enfin, oui, en gros, ça. On fait ce qu'on peut pour qu'ils s'entendent et qu'il y ait quelque chose comme une fédération, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, oui, la France reconnaîtra l'indépendance. Mais ce n'est pas parce que l'Espagne ne le reconnaîtra pas que nous serons fâchés, que l'Europe sera détruite. Au contraire. Au contraire. Nous comprenons ça d'avance. Sur le Kosovo, la position espagnole, on a beaucoup avancé parce que, comme dit Bernard, on a réussi, lors du dernier Conseil européen, à décider l'envoi d'une mission européenne. Le grand, disons, objectif qu'on a tous, l'Espagne, la France, la majorité, pour ne pas dire l'unanimité des pays européens, c'est que ça soit une affaire européenne. C'est quoi la nouveauté? C'est que jusqu'à maintenant, il y avait d'autres acteurs qui... Mais maintenant, les Européens veulent décider l'avenir de toute la région des Balkans. Ça veut dire les Russes, les Américains. Oui, mais c'est une affaire européenne parce que l'avenir des Balkans va être un avenir européen. L'avenir de la stabilité, la présence militaire, de sécurité, la mission PES qui va être envoyée, c'est européen. Après, il y a des sensibilités différentes, des visions différentes, mais dans le respect de renforcer l'unité européenne, donner la stabilité et surtout la sécurité et éviter qu'il y ait une nouvelle crise aux Balkans. Alors, pour revenir aux questions un peu institutionnelles, sans être ennuyeux, pour faire avancer l'Europe, on a parfois présenté cette solution d'une Europe à plusieurs vitesses. On a parlé de coopération renforcée, de cercles concentriques, enfin il y a toute une série d'expressions. Ça ne vous dérange pas? C'est quelque chose qui vous arrange? La seule chose qui me dérangerait, ce serait la fin de l'Europe, qui est une idée merveilleuse que tout le monde nous envie. À mon avis, l'Europe est l'espoir du monde. Parce que on ne peut pas parler de globalisation sans réunion, sans travail en commun. C'est l'exemple de l'Europe, des pays qui se sont fait la guerre pendant des décennies. Pendant 1000 ans, toutes les combinaisons ont été faites pour que l'Espagne et la France se fassent la guerre. Et bien voilà, maintenant, de façon volontariste, politique, infiniment politique, nous décidons de travailler ensemble. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Bien sûr que les majorités renforcées, ce ne sera pas l'unanimité. Qu'est-ce que ça peut faire? On vous parlera tout à l'heure de l'Union pour la Méditerranée. Nous n'allons pas commencer à tous ensemble. Nous commencerons petit à petit. C'est un mouvement profond et il faut qu'on puisse dire « nous » en parlant de l'ensemble de l'Europe et pas seulement de son pays. Ça va venir. On a fait un exemple pratique par l'initiative de Bernard, le ministre italien des Affaires étrangères, Massimo D'Alema et moi-même. Les trois, nous sommes allés au Liban. Avec plusieurs fois, avec un mandat de l'Union européenne, avec l'avis, l'encouragement de Javier Solana, parce que c'était 3 pays qui avaient un poids, une influence et une capacité de faire bouger les choses. C'est-à-dire que cette coopération renforcée, c'est la nouveauté du traité de Lisbonne. Il faut signaler ça aux citoyens. Il y a maintenant une possibilité dans quelques domaines, dans quelques secteurs où... Ça veut dire qu'on va peut-être pas avancer à 27, mais ceux qui veulent avancer ensemble avancent. On va avancer et on va marquer la ligne pour le futur. Vous direz que c'est un mauvais exemple puisque ça n'a pas marché. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors un mot tous les deux sur la Turquie. L'élargissement de l'Union européenne à la Turquie. Alors d'un point de vue européen, on dit souvent que ce n'est pas urgent, ça peut attendre, c'est une question qui se posera. Mais d'un point de vue turc, est-ce qu'il n'y a pas urgence à répondre à l'opinion publique turque? Est-ce qu'elle ne va pas finir par se lasser et en avoir, pour parler crûment, marre de l'Europe? Je ne le crois pas. Elle a besoin de l'Europe et à mon avis, mais c'est mon avis personnel, l'Europe a besoin de la Turquie. Nous n'avons pas, la France et l'Espagne, la même vision. Pour le moment, ça va changer, il faut du temps. Le président de la République française est hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. L'Espagne est favorable. L'Espagne est favorable, très favorable. Mais petit à petit, nous avons ouvert d'abord le dialogue. Je suis allé en Turquie, ministre des Affaires étrangères.
le président de la République a reçu 2 fois M. Erdogan, le président Gül, etc. Ça avance. Avant, nous avions bloqué la négociation. La France a débloqué la négociation et nous avons ouvert ce qu'on appelle des chapitres. Ça prendra 10 ans, vous savez. On a le temps de changer. Des vagues passeront sur la Méditerranée, nous aménagerons les choses. Il y a toujours... C'est pas une politique, qu'est-ce que vous voulez, ça se règle pas tout de suite. Avant, ça se réglait par la guerre. Bernard Kouchner vient de dire que ça prendra 10 ans. Je reviens à ma question, est-ce que les Turcs vont attendre 10 ans? Il faut qu'il y ait un peu de patience. Vous savez, quelquefois, on n'a pas de mémoire historique. L'Espagne a mis 10 ans presque pour entrer à la communauté économique européenne. Il y en avait pratiquement tout fait. On avait fait des avancées politiques, des avancées économiques, des avancées en matière agricole, mais il y avait quelque chose toujours qui clochait. Enfin, et nous, on arrêtait les camions de tomates et on cassait la figure si vous me permettez, quand même, l'enjeu en Turquie, c'est l'islamisme conservateur, c'est la place et le rapport entre l'islam et l'Occident. C'est quand même un pays charnière, je dirais, aussi important que l'Espagne des années 70. C'est pour cela que les négociations doivent se poursuivre. C'est pour ça que la perspective européenne doit être maintenue, que les chapitres viennent d'être ouverts pour qu'il y ait des progrès. Mais il faut aussi laisser à la Turquie s'adapter, se préparer, se formaliser avec ce qui va être un pas très important et très difficile. Alors, l'intégration de l'Union européenne. Ne serait-ce que, par exemple, il y a un problème kurde. En ce moment, ils bombardent de l'autre côté de la frontière. Je les comprends, puisque le PKK est une organisation terroriste. L'armée turque qui bombarde de l'autre côté de la frontière, militants kurdes en Irak. Oui, les militants du PKK en Irak. Bon, il faut régler ce problème. Ils ne rentreront pas dans l'Union européenne si ce problème n'est pas réglé, comme d'ailleurs le Kosovo, tout ce qu'on veut. De toute façon, si la Turquie rentre dans l'Europe, cette frontière-là sera la frontière de l'Union. Ben oui. Ça ne me fait pas peur personnellement, mais ça n'est pas fait du tout. D'accord. Ça n'est pas fait du tout. Ce qui est important, c'est de faire un pont, vous l'avez dit, entre le monde islamique, entre l'islam modéré qu'il nous faut soutenir, qui ne sont pas nos ennemis, et l'Occident, ça c'est sûr. Un autre pont, c'est peut-être cette union pour la Méditerranée. Ceux qui nous regardent ont peut-être entendu parler de cette volonté donc, de Nicolas Sarkozy, le président français, donc, qui propose à tous les pays qui entourent la Méditerranée une union sur le modèle de l'Union européenne, mais une union qui se superposerait à cette Union européenne et qui pourrait faire doublon avec ce qui existe déjà depuis 1995. C'est le processus de Barcelone, du nom de cette ville catalane. Tout de suite, les explications de Marian Naguzewski. 6 mai 2007, place de la Concorde à Paris. Nicolas Sarkozy vient de remporter l'élection présidentielle et dans son discours aux Français, il parle beaucoup de politique étrangère et de ses idées en la matière. À propos de l'une d'elles, le président français a même un grand rêve. Je veux lancer un appel à tous les peuples de la Méditerranée pour leur dire que c'est en Méditerranée que tout va se jouer, qu'il nous faut surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix et à un grand rêve de civilisation. Je veux leur dire que le temps est venu de bâtir ensemble une union méditerranéenne qui sera un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Belle idée, mais petit problème. Sur la zone méditerranéenne, l'Europe a déjà un projet. Son nom, Euromed, initié en 1995 à Barcelone, réaffirmé 10 ans plus tard dans la capitale catalane. Un partenariat entre les pays de l'Union européenne et ceux du pourtour méditerranéen. On l'appelle communément aujourd'hui le processus de Barcelone. Son objectif, c'est de promouvoir les rapports culturels et économiques entre les différents pays, mais aussi d'améliorer les droits de l'homme. But in fine, pacifier la région. De grandes ambitions, beaucoup d'argent et de réunions, mais des résultats assez maigres. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le processus de Barcelone s'est enlisé. D'abord, le contexte régional s'est détérioré. On peut dire que à la fois le conflit israélo-palestinien, la guerre en Irak, la poussée de l'islamisme et la question du terrorisme dans la région ont créé un climat, un contexte extrêmement défavorable. Nicolas Sarkozy entend bien relancer ce processus de Barcelone. Son idée, associer certains pays membres de l'Union européenne, ceux qui apparaissent en bleu sur la carte, à ceux des pays du bord méditerranéen. Tout simplement à l'image de l'UE, avec ses institutions et ses propres règles. Le président français entend aussi amadouer la Turquie après son refus de voir le pays rejoindre les 27, ce qu'Ankara a toujours en travers de la gorge. Pour mettre en œuvre son projet, le président français n'hésite pas à faire l'article lors de ses visites au Maroc, en Algérie ou en Égypte,
quitte parfois à faire peur, comme ici fin décembre en Italie. C'est en Méditerranée que se cristallisera le dialogue des cultures entre l'Occident et l'Orient, ou l'opposition et l'exacerbation des tensions. Pour parvenir à créer cette union, Nicolas Sarkozy devra faire des miracles. Les principaux concernés ne semblent pas vraiment intéressés par son projet. Les pays du Maghreb ont déjà du mal à s'entendre entre eux. L'Italie reste en retrait, sans doute par peur de perdre son influence dans la région, et l'Allemagne d'Angela Merkel y est totalement opposée. La chancelière allemande y voit l'éparpillement et la possibilité, je cite, de libérer des puissances explosives dans l'Union européenne. De nombreux dirigeants européens se disent aussi attachés au processus de Barcelone. Celui-ci est en effet toujours en marche. Une zone de libre-échange doit ainsi voir le jour en 2010. Du concret, alors que le projet du président français reste, lui, encore assez flou. Alors Miguel Ángel Moratinos, dites-nous franchement ce que vous pensez d'un point de vue espagnol de ce projet d'union de la Méditerranée, alors qu'on sait que c'est quoi? C'est un projet peut-être une idée trop française? Non, je parle toujours avec franchise, et surtout avec mes amis français. Il faut saluer d'une façon très positive la vision du président Sarkozy, surtout l'élan politique qu'il a donné avec sa vision, son projet d'union pour la Méditerranée. Parce qu'il manquait ça. Il manquait de politique, le processus de Barcelone, il manquait de vision, il manquait de projets concrets. Et c'est ça que, après toutes les discussions, après toutes les réunions qu'on a tenues avec nos amis français, on a compris que le moment est venu de donner à la Méditerranée une place, un rôle essentiel pour les relations entre les pays de l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée. Et c'est dans ce sens qu'il ne faut pas se faire la guerre entre Barcelone, non, le processus a sa dynamique, mais on veut qu'il y ait maintenant un élan politique, qu'il y ait des projets concrets, et je crois que la position de la France et du président Sarkozy est tout à fait soutenue et appuyée par le Spain. Bernard Kouchner, on aurait pu relancer le processus de Barcelone, lui donner une dimension un peu plus politique. Pourquoi on le relance de cette façon. On le relance de cette façon. Sauf que, attendez, il y a un détail qui vous a pas échappé. Sauf qu'il y aura que 7 pays de l'Union européenne. Malin comme vous êtes. Mais non, mais c'est pas la même chose. Miguel a dit, vous avez parlé de l'Union de la Méditerranée, et bien lui, il a dit l'Union pour la Méditerranée. Et ça change tout. Parce qu'avant, on croyait que c'était seulement les pays de la Méditerranée, Union de la Méditerranée. Non, Union pour la Méditerranée, à laquelle participeront tous les pays qu'ils souhaitent, en particulier les pays du nord de l'Europe ou des pays plus lointains. Donc ça deviendra la partie projet, matériel, réel, financé du processus de Barcelone. En disant ça, est-ce que vous n'êtes pas en train un petit peu de changer la nature de l'idée de Nicolas Sarkozy? Au début, j'avais cru comprendre. On parlait encore à midi. D'accord. Donc c'est son idée que nous avons, comment dirais-je, rendue plus facile à comprendre, peut-être même améliorée du point de vue de la résistance, par exemple, de nos amis allemands. Voilà, j'allais dire, vous êtes en train de dire aux Allemands, si dans les prochaines années, venez. Bien sûr. Voilà, si vous voulez, vous venez. Je vous donne un exemple. Si nous parvenons, nous l'avons fait avec les Espagnols, en face, il y avait... Évidemment, il y a toujours les Marocains, les Algériens qui ne se parlent pas. Frontière, une des plus hermétiques du monde. Et puis, il y a les Tunisiens, et puis etc. Et puis, il y a l'Italie, tout ça, tout le monde est d'accord. Commençons, par exemple, un projet de station d'épuration. La mer doit devenir la plus propre du monde. On commence là, avec ces 4-5 pays. C'est financé, puisqu'il s'agit d'une opération qui mêle, avec une décision politique, des entreprises privées. On commence ça. Voilà, c'est commencé. L'Allemagne veut venir, elle veut être avec nous. Parfait. Voilà ce que nous allons faire pratiquement. Il faut une décision politique forte, avec déjà des systèmes qui se mettent en place, et puis il faut des projets réels qui commencent. On se dit tout, on est franc. C'est pas une compensation offerte à la Turquie. Je pense que la Turquie sera partie prenante si cette union méditerranéenne voit le jour. On dit, voilà, vous ne participez pas, vous ne rentrez pas dans l'Union européenne, mais un jour ou l'autre, vous serez associé à ce grand projet méditerranéen. Si j'étais moins enrhumé, je développerais plus longtemps. Mais rapidement, non. C'est au contraire une manière pour la Turquie et pour ceux qui sont hostiles de comprendre qu'on peut travailler ensemble. C'est une manière de les convaincre dans la réalité. Nous verrons bien dans 5 ans, 10 ans. Même surtout, il faudrait engager le président Sarkozy, le président Zapatero et nous-mêmes, Bernard et moi-même, on s'est engagé à associer de maintenant à nos pays voisins méditerranéens. Il ne faut pas seulement que ce soit
un projet prêt-à-porter franco-italo-espagnol qu'on présente tout à fait ficelé. Non, il faut en parler, il faut engager, il faut qu'ils se sentent responsables eux-mêmes et qu'on arrive à l'ambition finale de... Pour moi, c'est toujours cette Euro-Méditerranée, où on peut avoir des institutions solides, on peut avoir de l'ambition politique, et on peut avoir une ère de paix. Mais pour cela, commençons par cet élan politique, avec des projets concrets. Il y a deux idées fortes dans la proposition française, du président français. Il y a l'idée, d'ici même au Quai d'Orsay, de la photo devant l'horloge, de dire, bon, commençons par des petits pas, comme on a fait la communauté du charbon et de l'acier, faisons ça. Il y a l'idée forte du G8, il faut qu'on se parle au niveau des chefs d'État méditerranéens avec... bon, cela, c'est très bon. Et après tout cela, comme il a dit Bernard, ça va bénéficier le processus de Barcelone. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on a l'impression que ce sont les pays du Sud, ceux à qui s'adresse en priorité ce projet d'union méditerranéenne, qui sont les plus réticents. Pas du tout. Les pays du Maghreb ne sont pas très chauds. Comment ça? Mais c'est le contraire, nous les avons vus. Ils sont tous d'accord, et dans une réunion qui a eu lieu ici au Quai d'Orsay, un nombre important d'entreprises, très important, il y en avait 50 ou 60, dont les entreprises du Maghreb étaient là et veulent commencer demain. Non, 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 croyez pas. Mais ce ne sera pas qu'une dimension économique. Le roi du Maroc, le président tunisien, tous ceux-là, ils sont d'accord, l'Égypte, tout ça marche. Mais il n'y a pas qu'une dimension économique, il y a aussi une dimension politique, il y a aussi une dimension droits de l'homme. Ce sont peut-être des choses qui heurtent un petit peu les Et comment voulez-vous faire les droits de l'homme si vous ne vous parlez pas? Comment voulez-vous que les droits de l'homme avancent s'il n'y a pas du commerce, si on n'ouvre pas la porte, si on ne la maintient pas ouverte? C'est comme ça qu'on change les droits de l'homme. Ce n'est pas seulement par des pétitions, j'en ai fait plein des pétitions. Plein, des milliers. Miguel Ángel Moratinos, vous connaissez bien les pays du Maghreb, l'Espagne et d'ailleurs la France aussi, mais l'Espagne encore plus, est vraiment tournée vers le Maghreb. On parle du sud de la Méditerranée. On vient de voir par exemple l'annulation du Dakar avec des menaces terroristes. Il y a eu l'assassinat de touristes français en Mauritanie. Il y a d'une manière générale la progression d'Al-Qaïda au Maghreb. On a l'impression que les menaces terroristes remontent vers l'Europe. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a un vrai danger? C'est pour cela qu'il faut relancer tous les processus. C'est une initiative de réconciliation, de construction, d'intégration du Maghreb, du pays de l'Afrique du Nord. C'est comme il a dit Bernard, c'est insensé que deux pays comme l'Algérie et le Maroc, en 2008, aient la frontière fermée. Il faut résoudre le problème du Sahara occidental. Il faut dire ensemble, les amis de l'Algérie, du Maroc, qui écoutent à ses amis, qui écoutent leurs amis. Mais vous n'êtes pas très entendu, ça fait 35 ans mais je crois que maintenant, il y avait jusqu'à présent une certaine compétition, concurrence. Chaque pays se sentait protégé par l'autre. Le Maroc était plutôt du côté français, oui, c'est vrai, pardon. Le côté algérien c'était plutôt espagnol, on était plus pour Sahraoui. C'est fini. Il faut qu'ils écoutent le même message. Et c'est pour cela qu'ensemble, on a décidé de faire des voyages ensemble, au Maghreb, en Méditerranée, pour mener le même message et leur dire qu'ensemble, avec notre soutien, on peut surmonter les difficultés. Nous nous attaquons au plus difficile. Une des frontières avec la Corée, entre Corée du Nord et Corée du Sud, les plus fermées du monde. Eh bien, nous venons de décider, au sommet franco-espagnol de Paris, aujourd'hui, que Miguel et moi, et peut-être demanderons-nous à notre ami italien, d'y aller ensemble, de montrer que les trois grands pays méditerranéens du côté nord vont aller vers leurs amis avec le même message. Sans l'Europe, ça n'aurait pas été possible. Et ce sera ça aussi, l'union pour la Méditerranée. Un des résultats d'ailleurs de ce sommet franco-espagnol, c'est une volonté de lutter contre l'immigration clandestine de manière unie entre la France et l'Espagne. Vous allez procéder à ce qu'on appelle des reconduites à la frontière collective. Est-ce que c'est un signal que vous envoyez aussi comment dirais-je, aux trafiquants, j'allais dire, d'esclaves modernes? Bien sûr, c'est un signal qu'on leur envoie, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel du message. L'essentiel du message, c'est que nous pouvons accueillir, nous devons accueillir les migrants légaux, ceux qui sont réguliers, dont nous avons besoin, auxquels nous tendons la main dans un certain nombre de métiers précis. Mais nous ne pouvons pas tolérer, aussi bien l'Espagne que la France que l'Espagne, de maintenir sur notre territoire des gens qui sont illégaux. Sinon, les autres seraient tous illégaux, ils ne demanderaient pas de visa. Le problème,
mais c'est une façon de les voir beaucoup plus positive. Il y a certains chefs d'entreprise qui nous disent « nous travaillons avec des illégaux, c'est cela qu'il faut, comment dirais-je, régulariser plus vite parce que nous les connaissons et qu'ils sont sérieux ». Bon, nous serons souples là-dessus, mais sinon, la démarche franco-espagnole, c'est plutôt un pays qui a régularisé 700 000 irréguliers sur son territoire. Nous l'avions fait sous François Mitterrand. Nous avons compris que ce n'était pas la solution. Ils ont compris que ce n'était pas la solution. Nous sommes ensemble pour dire qu'il y a une position européenne sur l'immigration. Oui. Miguel Ángel Moratinos, quand on régularise des centaines de milliers de clandestins, ça fait ce qu'on appelle un appel d'air pour les autres? Le cas de l'Espagne est un cas différent. Non, on ne peut pas comparer la France, l'Espagne, chaque pays a son histoire et sa situation. Mais vous avez constaté ça dans votre pays? Non, on a constaté qu'il fallait donner des droits aux gens, aux citoyens. On ne peut pas fermer les yeux, non, être aveugle à la situation. Il y en a fait avec le dialogue social et l'entrepreneur. On a régularisé. Mais maintenant, l'enjeu, ce qu'on a signé, le document, la déclaration conjointe aux migrations franco-espagnoles, a 3 pages, je crois. Et ces 3 pages, c'est une politique, une vision, un engagement pour avoir un pacte européen sur l'immigration où tous les dossiers sont traités. Il y a aussi l'élément repatriement, mais il y a surtout l'engagement qu'on veut une immigration légale et lutter contre l'illégalité et le clandestin. Et on va le faire avec une nouvelle façon de faire les choses, avec cette vision européenne qui doit être la nôtre. Mais Miguel, il y a aussi ensemble un développement commun dans ces pays, c'est-à-dire travailler plus encore, avoir un peu plus d'argent pour essayer de lutter contre la pauvreté. Mais je voudrais répondre, parce que Miguel n'a pas répondu à la question du terrorisme et du Paris-Dakar. J'allais revenir là-dessus. Écoutez, c'est simple. Malheureusement, si vous regardez la carte, 5 ans avant, aujourd'hui, la progression d'Al-Qaïda, du terrorisme, des attaques contre les populations innocentes, des bombes au milieu de la foule, progresse. Cette trajectoire progresse, elle se rapproche. Elle n'était pas très présente, sauf en Algérie, au Maghreb. Elle l'est. Maintenant, en Mauritanie. Annuler Dakar, c'est pas donner raison aux terroristes? Sûrement pas. C'est essayer de protéger. D'ailleurs, je n'ai pas annulé le Dakar. C'est pas... Non, pas vous, mais je veux dire... en prenant la décision d'annuler... Non, monsieur, soyons précis. Nous ne sommes pas... Le gouvernement ne donne pas d'ordre au Dakar, c'est une organisation privée qui d'ailleurs partait de Lisbonne et pas de Paris. Je ne visais pas, je disais d'une manière générale, est-ce qu'en décidant... Si on en reste là, oui, mais nous n'allons pas en rester là. Nous allons nous réunir tous, la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, et nous allons déterminer une nouvelle politique commune pour lutter contre le terrorisme. Mais en attendant, il y avait eu 4 Français assassinés quelques jours avant, et des Mauritaniens assassinés par aussi Al-Qaïda à travers la frontière du Mali. Nous devions, c'est notre rôle ici, s'il y avait eu 50 morts, parce que vous savez, il y avait 8 étapes en Mauritanie, pays ami que nous aimons, qui a remporté un grand succès démocratique sur le terrorisme. Nous allons continuer d'être à leur côté. Mais on ne pouvait pas ne pas dire qu'il n'y avait pas de danger. Nous avons dit ça, et très sagement, les organisateurs du Paris-Dakar, même si ça a été difficile en termes d'argent, en termes d'assurance, en termes de réputation que nous allons absolument rétablir pour la Mauritanie, je crois que la décision fut sage. Alors, il est temps de passer au Proche-Orient, une région que vous connaissez bien tous les deux. Je rappelle que vous, Miguel Ángel Moratinos, vous avez été envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient pendant 7 ans. En un temps béni. De 1996 à 2003. Alors, c'était difficile. Un Proche-Orient qui veut espérer, sans trop y croire, que la paix entre Israéliens et Palestiniens est possible cette année, en 2008. Une paix que le monde attend au moins depuis 1991. C'était déjà la conférence de Madrid. Marian Naguzewski. Après 6 ans de relative inaction, George Bush s'est réveillé sur la question du Proche-Orient. Comme si un an avant la fin de son mandat, le président américain voulait laisser une trace dans ce dossier. Résultat, une grande conférence internationale à Annapolis, Israël, autorités palestiniennes et une grande partie du monde arabe réunis dans cette ville de l'Est américain. Des négociations difficiles malgré les sourires, des négociations encore pour rien. Le président américain veut en tout cas convaincre du contraire. Nous sommes déterminés à mettre fin au bain de sang, à la souffrance et des dizaines d'années de conflits entre nos peuples, pour parvenir à une nouvelle ère de paix.
Un discours souvent entendu, d'ailleurs, tout a l'air de la redite dans cette conférence, jusqu'à cette poignée de main entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, le président palestinien. Une image qui en rappelle une autre, évidemment, celle d'Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, réunis autour de Bill Clinton. Nous sommes alors en 1993, 2 ans après la conférence de Madrid, la première à lancer un processus de paix au Proche-Orient. Israéliens et Palestiniens signent les accords d'Oslo, tout le monde y croit, jusqu'à ce qu'en 1995, Yitzhak Rabin ne soit assassiné. Depuis, les problèmes restent les mêmes que ceux posés par la victoire d'Israël dans la guerre des 6 jours en 1967, le tracé des frontières, la répartition de l'eau, le statut de Jérusalem, ou bien encore le sort des réfugiés palestiniens, ainsi que la question des colonies israéliennes en Cisjordanie. Les conférences internationales se suivent, sans résultat. Sommet de Camp David en 2000, suivi 1 an plus tard par celui de Taba. Entre-temps, la seconde intifada commence et les rapports entre Palestiniens et Israéliens se durcissent. Malgré tout, dès 2003, une feuille de route est adoptée, un document qui doit conduire à la paix. À Annapolis, Ehud Olmert et Mahmoud Abbas se sont engagés à la respecter et à se rencontrer toutes les 2 semaines. Pour le moment, c'est le cas, mais le délai fixé à fin 2008 à Annapolis pour parvenir à un accord de paix paraît tout bonnement irréaliste. George Bush, lui, a déjà d'autres priorités. Avant de partir, il aimerait régler la question irakienne, problème qui a fini de ruiner son image depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2001. Alors Bernard Kouchner, la paix entre Israéliens et Palestiniens, avant la fin du mandat de George Bush, donc dans 1 an, vous y croyez? Je veux y croire. Bien sûr, je sais que nous avons eu des déceptions. Vous avez parlé de Madrid, on peut parler d'Oslo, on peut parler de l'initiative de Genève. Tout ça demeure, tout ce travail reste. Il y a énormément de travail, il y a des tonnes de documents pour régler des problèmes pendants. Il faut croire à la paix à chaque fois. Il faut s'y acharner comme s'il n'y avait jamais eu la paix. Et même lorsqu'il y a des pas en arrière, des désillusions, il faut continuer. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Nous étions ensemble à Annapolis, bien sûr, Miguel et moi, et il n'y a pas eu trop d'ambition, de grands discours. Et puis petit à petit dans la journée, quelque chose est venu entre ces 2 hommes, Ehud Olmert et puis Mahmoud Abbas, le Palestinien et l'Israélien. Ne soyons pas plus palestiniens que les Palestiniens, plus israéliens que les Israéliens. Eux, ils le veulent, les deux, qui étaient riches de leur faiblesse. J'allais dire, ce sont 2 hommes faibles. Raison de plus. Avant, ils étaient très importants, comme Rabin, et là, il a été assassiné. Bon, ce qui s'est passé... Avec un président des États-Unis faible aussi. Oui, mais enfin, le président des États-Unis, il a lancé le processus, c'est à nous de voir. Encore une fois, l'Union européenne est là. Regardez, l'Union européenne a réuni, aussitôt après Annapolis, 3 semaines, la conférence de Paris, conférence des donateurs, mais conférence, c'est un processus politique, conférence politique. C'était merveilleux. Non seulement nous avions eu beaucoup d'argent sur le plan du Premier ministre. 7 milliards de dollars. 7 milliards 400 millions de dollars. C'est beaucoup plus qu'on croyait. Et nous allons avec ça, très pratiquement, lancer des projets sous la direction des Palestiniens et surveillés par Tony Blair, le Quartet, nos amis, tout le monde. Eh bien, c'était les petits pays qui ont donné plus d'argent. Ce n'est pas les pays du Golfe. C'était des gens qui y croyaient, qui voulaient absolument la paix. Moi, je crois qu'il faut y croire. Mais paradoxalement, Miguel Ángel Moratino, Bernard Kouchner vient de le rappeler, l'Europe, elle paye beaucoup pour le Proche-Orient. C'est elle qui tient à bout de bras l'autorité palestinienne. Et on a l'impression que quand les décisions importantes doivent se prendre, le poids politique de l'Europe, on en revient à la première partie. On en revient à la première partie de l'émission, elle n'existe pas. Vous savez, je parle avec ma propre expérience personnelle. Et j'ai dit lors de la conférence de Paris, et je salue, j'ai évidemment félicité le gouvernement de la France et Bernard et le président Sarkozy. C'était la première conférence dans l'histoire du processus de paix du Proche-Orient que le titre était « Conférence de donateurs pour l'État palestinien ». Pour un État palestinien. Si ça, ce n'est pas politique, si on ne donne pas la possibilité qu'il y ait un État palestinien, qu'on construit ensemble l'État palestinien, qu'est-ce que c'est politique? Quelquefois, on a une vision du politique qui est très restreinte. Qu'est-ce que c'est politique? Politique, c'est construire l'État palestinien, c'est avoir nos hommes en matière de sécurité, c'est avoir notre diplomatie qui travaille pour faire avancer nos amis américains ou d'autres à s'engager et faciliter le dialogue. Ça, c'est le politique. J'ai vécu beaucoup de temps, je m'excuse, j'ai représenté l'Union européenne. C'est critique, l'Europe était absente. L'Europe payait, mais n'était pas un acteur. Bon,
Ça, c'est la vieille politique. Aujourd'hui, on est dans une autre dimension. La politique, on l'a fait avec d'autres capacités, d'autres instruments. Et on était à Annapolis. J'ai vécu, je crois que je suis le seul qui était à Annapolis qui avait vécu tous les rendez-vous du processus de paix. Depuis Madrid, Oslo, Washington, Arava, Sharm el-Sheikh. Et j'ai ressenti personnellement quelque chose de nouveau. Donc je vais résumer la question. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a une chance de paix pour cette année 2008 ? Il y a une chance, mais il ne faut pas rater cette chance. Il ne faut pas rater cette opportunité. Il faut que tout le monde se mobilise. Alors, Bernard Kouchner, quels sont les principaux obstacles? C'est le Hamas, c'est les intégristes du Hamas à Gaza, c'est les implantations juives. Essayons d'être concrets. Quels sont les obstacles sur la route de la paix? Il y en a beaucoup et ils se lèveront tous. Bien sûr, les implantations. Mais la dernière rencontre entre M. Abbas et M. Olmert, il a dit qu'il n'y aura plus jamais légalement d'implantation. Ça veut dire que les dernières qui étaient privées, ils vont peut-être les laisser, mais après, ce sera fini. J'espère, en tout cas, ça c'est un obstacle. Comme sont les obstacles des checkpoints, des contrôles, etc., en territoire de Cisjordanie. Et il faut que petit à petit, ça se relève. On ne changera pas la vie quotidienne des Palestiniens avec l'immobilité. Il faut qu'ils puissent circuler. Si on ne change pas la vie quotidienne des Palestiniens, ça risque d'échouer. Mais on la changera. Le plan est là pour ça. Et puis surtout, il y a un obstacle très important que vous avez mis en lumière, le Hamas. Et bien, figurez-vous, moi je crois que c'est une chance. Triste chance, c'est très cynique de dire ça, mais c'est parce qu'il y a eu cette bataille entre les Palestiniens et les assassinats des gens de Fatah, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne, par le Hamas, qu'on peut parler maintenant. Ouais. D'un côté, il y a le camp de la paix, et de l'autre, il y a le camp de ceux qui sont jusqu'au boutistes et qui refusent l'État d'Israël et qui ne veulent pas la paix. Alors, il y a aussi la population, mais la population, on y viendra. Il y a deux Palestines aujourd'hui. Et alors, bah oui, il y a deux Palestines, puis un jour, elles se réuniront. C'est l'affaire des Palestiniens, nous les y aiderons, mais sachez que dans le plan de M. Salam Fayyad, il y a des plans pour tous les Palestiniens, y compris le Hamas, et nous continuons, en tout cas, l'Union européenne, l'Espagne, la France, à travailler à l'intérieur de Gaza et à fournir de l'aide. Ne croyez pas que nous nous en détournions. Mais pour le moment, nous travaillons avec l'autorité légale, c'est M. Mahmoud Abbas, Abou Mazen. Il faudra faire les obstacles principaux. Tous les obstacles que Bernard a cités sont tout à fait réels et sont les essentiels. Mais après 7 ans de ma vie donnés à cette cause, le seul obstacle, c'est le manque de volonté politique. Et ça, ça change. Et ça change. Si vraiment, maintenant, les prochains mois, les deux leaders, monsieur le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, et le président Abou Abbas, décident de prendre des risques, parce que c'est vrai, c'est des risques. Chaque camp doit surmonter des positions maximalistes. Faire des concessions. Et concessions. Bon, il ne faut pas parler de concessions, il faut arriver à un compromis. Et c'est là. C'est le seul obstacle. Mais s'il surmonte cet obstacle, tout le reste va changer. Tous les obstacles suivants vont être surmontés. Tout à fait d'accord. Il faudra faire des concessions dans les deux camps. Parce que, par exemple, Israël devra faire des concessions territoriales, par exemple. Oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Miguel a tout à fait raison. La volonté politique, on a l'impression qu'elle existe plus qu'elle n'existait avant des deux côtés importants, c'est-à-dire Israël et Palestine. Et puis, les autres ne s'en sont pas trop mêlés. Ils n'ont pas dit « Ah oui, vous oubliez ». Laissons-les faire tous les deux. Vous vous rappelez en 2000, quand Clinton était dans la dernière année de son mandat, on a cru exactement. J'ai l'impression de vous réentendre il y a 8 ans. On avait l'impression, c'était les mêmes conditions. J'étais aux alentours de Camp David, j'ai vu Arafat une demi-heure après l'échec de Camp David. Il m'avait dit, je n'ai pas pu accepter parce qu'on m'a demandé un statut sur Jérusalem, je ne pouvais pas accepter. Mais il n'avait pas la communauté internationale. Ils étaient seulement les deux, les États-Unis, mais il n'y avait pas l'accord, le soutien, l'élan et cette sensation d'urgence et je donc crois que ça a changé. La vision un peu fausse qu'on a ici de dire que seuls les États-Unis peuvent, comment dirais-je, faire pencher la balance du côté de la paix, c'est faux. Non, c'est pas faux. Les États-Unis ont joué un rôle considérable, mais ils ne sont plus seuls. Voilà. Nous n'aurions pas, parce qu'on n'a pas encore d'Europe politique, pu lancer le processus d'Annapolis tout seul. En tout cas, ça aurait été difficile. Mais maintenant, nous pouvons apporter notre lourde pierre européenne à l'édifice, vous voyez. Et puis, il faut être un peu optimiste dans la vie, sinon, alors comment on aiderait nos amis ?
Il faut quand même qu'on y croie. Écoutez, s'il y en a deux qui y croient, c'est Miguel et moi. Alors, si on fait un zoom arrière et qu'on étend un petit peu la perspective à tout l'ensemble du Moyen-Orient, il y a quand même la crise iranienne aussi qui est centrale. Tout est lié au Moyen-Orient, dans cet Orient compliqué. Est-ce que la crise avec l'Iran est directement liée à ce qui se passe au Proche-Orient? On dit toujours les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Est-ce que vous pensez que tant qu'il n'y aura pas une solution en Iran, il n'y aura pas une solution entre Israël et la Palestine? Écoutez, c'est un problème difficile. Je ne veux pas vous en parler avec trop de légèreté. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Pour dire les choses simples, je pense que il y a deux problèmes, au moins, sinon trois. Deux. Il y a un problème nucléaire. Le problème nucléaire doit être réglé par la communauté internationale. Plus nous maintiendrons l'unité des 6, c'est-à-dire des 3 Européens, et je souhaiterais qu'il y ait l'Espagne d'ailleurs, et puis de la Russie, de la Chine et des États-Unis, par le Conseil de sécurité, je crois que nous avancerons finalement. Nous avons découvert que finalement la menace n'est peut-être pas pour tout de suite, ça donne encore un peu de temps pour négocier. La France est très claire. Oui, il faut des sanctions parce que les Iraniens n'ont pas respecté les consignes du Conseil de sécurité. Ils continuent d'enrichir l'uranium. Et vous comprenez, ils ont 3000 centrifugeuses à 100 000 tours minute. Maintenant, ça suffit. C'est quand même très dangereux. Mais nous avons dit, et nous le faisons, nous négocions, nous négocions, nous négocions. Nous tendons la main, nous les rencontrons. Je les ai rencontrés. La France les rencontre, ces Iraniens. Donc ça, c'est pour le nucléaire. Ça, c'est pour le nucléaire. Il y a évidemment le rôle dans la région. Celui-là est très dangereux, aussi bien, deuxième partie, l'Irak, où les Iraniens jouent un rôle considérable, et il faut trouver une solution pour l'Irak qui passe nécessairement par le retrait des Américains. Et puis il y a un troisième point, c'est le Liban et la Syrie. Oui. Liban et Syrie, il y a une influence iranienne directe, des armes et de l'aide financière, et puis le Hezbollah qui suit les consignes, le Hezbollah libanais qui, après la guerre contre Israël l'année dernière, se manifeste encore ces jours-ci par des bombardements. Donc l'Iran a les moyens financiers, militaires, de jouer un rôle. Et je devrais vous dire que sans l'Iran, ni dans ces régions que je viens de citer, nous n'aurons la peine, ni dans d'autres qui sont l'Afghanistan, le Pakistan, etc. C'est un pays majeur. Il faut comprendre que l'Iran, dans l'histoire, c'est une civilisation, c'est un monstre. Ils ont un monstre. C'est un pays d'importance. Un monde. Oui, un monde, bien sûr. Et puis, dernier point, et je suis trop rapide là-dessus, pardonnez-moi, il y a quand même une certaine revanche du chiisme contre le sunnisme, c'est-à-dire de la minorité islamique contre la majorité. Et grâce, et là je dis grâce, parce qu'ils ont été très persécutés et malheureux, grâce à l'Iran, ils reprennent une certaine force. Tout ça doit être réglé, et pas en 30 secondes, ça c'est sûr. Miguel Ángel Moratinos, pour revenir à la question nucléaire iranienne, est-ce que, selon l'Espagne, l'Iran a droit au nucléaire civil, mais évidemment pas que la France a droit au nucléaire civil, bien sûr. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Il faut unité de la communauté internationale, un message fort à l'Iran pour qu'il tienne compte des résolutions du Conseil de sécurité et dialogue, diplomatie. Et il ne faut pas être otage de ce qui se passe au Proche-Orient vis-à-vis de l'influence iranienne qui est véritable, qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, c'est un élément qu'il faut en tenir compte. Mais on ne peut pas rester les bras croisés en attendant, il faut bouger et donner ces leçons en Iran qu'il faut avancer. À Annapolis, on était tout le monde arabe, tous les pays arabes, il n'y avait pas l'Iran. Et dans ce sens, je crois que, bon, il faut parler avec l'Iran, c'est un acteur majeur dans la région, mais il ne faut pas non plus attendre à ce que l'Iran fixe l'agenda. C'est nous aussi à fixer avec nos amis arabes, européens, l'agenda du Proche-Orient. Mais pour quelle raison est-ce que l'Iran relâcherait la pression, par exemple, au jour d'aujourd'hui, sur le Liban? C'est quand même une question centrale. Oui, c'est une question centrale, mais il faut que la communauté internationale, c'est-à-dire la Ligue arabe, les pays arabes, surtout les pays arabes modérés, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, leur disent très fermement: nous savons ce que vous faites, nous savons ce que vous êtes capable de faire. Il faut arrêter et laisser se poursuivre le processus électoral au Liban. Il faut contre la communauté internationale, si elle est unie, c'est exactement ce que vient de dire Miguel, l'Iran ne peut rien. D'ailleurs, ce n'est pas son intérêt de faire la guerre. Je ne vois pas l'intérêt. C'est peut-être l'intérêt de la Syrie encore qu'il y ait des troubles au Liban. Donc il faut les convaincre que ce n'est pas ce chemin, le chemin de l'agitation et de la crise,
qui sera le bon pour eux. Et d'ailleurs, je crois que notre meilleur allié, c'est le peuple iranien. Le peuple iranien auquel nous ne parlons pas assez, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, mais qui en a assez de cette terreur propagée, alors que sa vie quotidienne ne va pas bien. Il faut améliorer l'espoir, il faut redonner de l'espoir aux Iraniens. Il faut leur parler plus, et puis faire de la politique. Comme Miguel l'a dit, la politique, c'est de la diplomatie pour nous. C'est aussi une certaine pression économique, pourquoi pas. Et puis, c'est une détermination farouche qui prendra des années et des années. Un autre pion essentiel sur l'échiquier dans cette région, ce sera la dernière question, c'est le Pakistan. On a vu il y a quelque temps l'assassinat de Benazir Bhutto. Est-ce que l'Occident n'a pas d'autre choix aujourd'hui au Pakistan que de soutenir le président Musharraf? Écoutez, d'abord, je réponds qu'au Pakistan aussi, l'Iran est très important. Très important. Si on veut régler le problème, si on veut qu'il n'y ait pas de terrorisme répandu partout, je crois qu'il faut vraiment essayer de mettre tous les acteurs de la région ensemble. Alors, est-ce le soutien à M. Musharraf? Je crois que ça passe aussi par le soutien à M. Musharraf dès lors que des élections seront organisées, qui seront contrôlées le 18 février, comme il en a été décidé par la commission électorale, que ce soit des élections libres et que les résultats en soient respectés. Si c'est le parti de Mme Benazir Bhutto, cette femme admirable, courageuse, merveilleuse, qui a encore une fois, parce que dans sa famille, on en a sacrifié des vies, risqué sa vie et qui en est morte pour son pays et pour la démocratie. Alors, on a fait des critiques, tout le monde est corrompu dans ce pays, d'accord, d'accord. N'empêche qu'elle, cette femme superbe, c'était déjà exceptionnel qu'elle ait été 2 fois Premier ministre. Donc, il faut défendre ses acquis, et tous les gens que j'ai rencontrés venus de ce parti veulent que, au plus vite, et ils pensent, d'après les sondages, qu'ils peuvent l'emporter, la démocratie triomphe. Monsieur Musharraf a aussi beaucoup fait pour la démocratie. Est-ce qu'il faut le soutenir, lui? On soutiendra le vainqueur des élections légitimement menées, contrôlées, démocratiques. Miguel Ángel Martínez, un mot sur le soutien à Musharraf? Je crois que le Pakistan, c'est un pays charnière. On est dans la croisée de cet choc de civilisation, non? Vous savez, l'Espagne, on a cette alliance de civilisation, on aura un forum à Madrid, on a un forum à Madrid, et le président Musharraf doit faire face à l'instabilité politique, à la lutte contre le terrorisme, à l'institutionnalisation démocratique. Et nous, les Européens, et je crois que le voyage de Bernard était très opportun, il faut soutenir ce processus démocratique, qu'il y ait des élections, et que l'Union européenne fasse un peu plus d'attention à ce qui se passe au Pakistan. Musharraf a été un leader qui a été couronné, je me rappelle, à une certaine époque, quand il arrivait aux États-Unis, il y avait le tapis rouge, tout le monde était... Bon, il y a eu des difficultés, il a des échéances et des défis énormes, mais il faut l'aider à asseoir un système politique. Il n'y a pas d'autre alternative pour l'instant. On va voir mais il faut qu'il s'accompagne avec cette volonté de démocratisation importante dans le pays. Mais pour cela, il faut aussi faire face à ces dialogues et éliminer les radicaux islamistes dans la mentalité, dans l'idéologie. Et je crois que c'est une tâche qui va être de plus en plus importante dans l'avenir de nous tous. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Puis rendez-vous le mois prochain. D'ici là, envoyez-nous vos critiques, vos remarques, vos suggestions à surparole@tv5.org. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.